La porte interdite. On dit que certaines choses ne doivent jamais être découvertes. Il existait un petit village où tout semblait normal le jour, mais la nuit, un silence étrange tombait sur les lieux. Même les chiens refusaient d'aboyer. Les anciens du village évitaient toujours un sujet précis. Au cœur de la forêt, cachée derrière un immense rocher couvert de mousse, se trouvait une vieille porte en bois. Personne ne savait d'où elle venait. Elle n'était reliée à aucune maison, à aucun chemin. Trois jeunes amis du village, curieux et courageux, on doit voir par nous-mêmes, dit l'un d'eux. Une nuit, ils quittèrent discrètement leur maison et s'enfoncèrent dans la forêt. Plus ils avançaient, plus une sensation étrange les envahissait. L'air devenait lourd, comme si quelque chose les observait. Arrivés devant le rocher, leurs cœurs se mirent à battre très fort. Ils virent la porte. Des symboles étranges étaient gravés dessus, et une phrase. Celui qui ouvre cette porte doit en payer le prix. Un silence total. Un des jeunes hésita. On devrait partir. Mais les autres refusèrent. La curiosité avait déjà gagné. L'un d'eux tendit la main. La porte s'ouvrit lentement dans un bruit terrifiant. Dès que la porte s'ouvrit, un vent glacial sortit de l'intérieur. Pas un vent normal. Un vent lourd, presque vivant. Les trois jeunes reculèrent, terrifiés. Malgré la peur, ils décidèrent d'entrer. Un pas, puis un autre, et soudain, la porte disparut derrière eux. Ils se retournèrent brusquement. Plus rien. Autour d'eux, des ombres bougeaient lentement. Ils la virent. Une silhouette sombre, grande, immobile. Elle ne bougeait pas, mais on sentait qu'elle les regardait. Une voix grave résonna partout. « Vous avez brisé l'interdit !» Les jeunes tremblaient. « Vous devez payer !» Une lumière étrange apparut sous leurs pieds. L'un tomba au sol, l'autre cria, le troisième resta figé. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus fuir. Puis, tout devint noir. Le lendemain matin, le village était en panique. Les familles cherchaient les trois jeunes partout. Mais les anciens, eux, avaient déjà compris. La porte avait été ouverte. Quelques heures plus tard, un seul des trois jeunes revint. Tout le monde était choqué. Que s'est-il passé? Où sont les autres? Mais il ne répondait pas. Pendant plusieurs jours, il resta silencieux. Puis un soir, il parla. En ouvrant la porte, ils avaient brisé cet équilibre. Et cette force avait exigé un prix, un sacrifice. Ses deux amis avaient été pris, pas tués, mais emportés dans cet autre monde. Et lui, il avait été laissé en vie pour raconter l'histoire. Depuis ce jour, plus personne n'osa s'approcher de la forêt. La porte fut cachée encore plus profondément, et une nouvelle règle fut imposée. Certains secrets doivent rester fermés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Likez si la vidéo vous plaît, et donnez votre commentaire sur cette histoire. Dans un village entouré de grands baobabs, vivait une jeune fille, appelée Aïcha. Elle était connue pour sa grande beauté. Sa peau brillait sous le soleil, et ses yeux ressemblaient à deux étoiles. Beaucoup de jeunes du village l'admiraient. Certains disaient même qu'elle était la plus belle fille de toute la région. Mais avec le temps, Aïcha commença à devenir orgueilleuse. Elle pensait qu'elle était meilleure que les autres. Elle parlait peu aux filles de son âge, et ignorait souvent les conseils des anciens. Chaque soir, elle allait au bord de la rivière. Elle aimait regarder son visage dans l'eau claire. Quand la lune apparaissait, son reflet devenait encore plus lumineux. Elle souriait et disait doucement : « La lune brille pour moi seule. » Un jour, le vieux sage du village l'approcha. Il lui dit calmement : « Ma fille, la beauté est un cadeau. Mais si ton cœur devient dur, ce cadeau peut se transformer en malheur. » Aïcha ne prit pas ces paroles au sérieux. Elle pensait que rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Le soleil se coucha comme d'habitude, mais la lune ne se leva pas. Le ciel resta noir et vide. Les habitants levèrent les yeux. Les meules levaient les yeux, inquiets. La nuit devint très sombre. On ne voyait presque rien. Les enfants commencèrent à pleurer. Les chiens aboyaient, sans arrêt. Même la rivière semblait silencieuse. Les jours suivants, les problèmes commencèrent. Les plantes se fanèrent. Les récoltes séchèrent. Certains animaux tombèrent malades. Le village perdit sa joie. Les anciens se réunirent autour du feu sacré. Après de longues discussions, le plus âgé parla d'une voix grave. La lune africaine est fâchée. Elle éclaire les cœurs purs. Mais lorsqu'elle voit l'orgueil, sa lumière se cache. Peu à peu, les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle sentit son cœur battre très fort. Pour la première fois, elle eut peur. Elle se demanda si son comportement avait causé ce malheur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas.
Elle comprit que la beauté ne pouvait pas protéger un village entier. Le lendemain matin, Aïcha prit une décision courageuse. Elle alla voir les anciens et dit « Si j'ai causé ce problème, je veux réparer mon erreur. » Elle décida d'aller dans la forêt sacrée pour demander pardon à l'esprit de la lune. Cette forêt faisait peur à tout le monde. On disait qu'elle révélait la vérité, cachée dans le cœur des hommes. Aïcha marcha longtemps. Le soleil était chaud pendant la journée et le froid piquait la nuit. Elle avait faim et soif. Ses pieds lui faisaient le mal. Mais elle continua d'avancer. En marchant seule, elle commença à réfléchir. Elle se rappela ses paroles arrogantes. Elle pensa au regard triste des enfants du village. Elle comprit qu'elle avait pensé seulement à elle-même. Après 3 jours, elle arriva devant un immense baobab. Fatiguée, elle tomba à genoux et pleura. « Je suis désolée. J'ai laissé mon orgueil contrôler mon cœur. Pardonne-moi, dit-elle en levant les yeux vers le ciel noir. Le vent souffla doucement autour d'elle. Tout devint silencieux. Puis une lumière blanche apparut dans le ciel sombre. Elle n'était pas forte, mais douce et rassurante. Une voix calme parla. « Aïcha, la vraie beauté ne se voit pas avec les yeux. Elle se voit avec le cœur. » Aïcha pleurait. Ses larmes tombaient sur la terre sèche. Elle sentit une grande chaleur entrer dans sa poitrine. Son cœur devenait léger. Soudain, une goutte brillante tomba du ciel et toucha sa joue. Elle était fraîche comme la rosée du matin. Aïcha comprit que c'était une larme de la lune africaine. La voix continua. Quand un cœur reconnaît son erreur, la lumière peut revenir. À ce moment, Aïcha ne pensait plus à sa beauté. Elle pensait seulement à son village et au bonheur des autres. Son orgueil avait disparu. Il restait seulement l'humilité et le regret sincère. Le lendemain soir, quelque chose de merveilleux se produisit. La lune réapparut dans le ciel. Elle brillait plus fort qu'avant. Sa lumière éclairait tout le village. Les habitants sortirent de leur maison avec surprise et joie. Les enfants riaient. Les anciens remerciaient le ciel. Les jours suivants, les plantes redevinrent vertes. Les animaux retrouvèrent leur force. La vie revenait doucement. Aïcha rentra au village, changée. Elle ne cherchait plus à être admirée. Elle aidait les femmes à apporter l'eau. Elle partageait sa nourriture avec les plus pauvres. Elle écoutait les conseils avec respect. Les gens remarquèrent son changement. Ils comprirent ensemble que son cœur était devenu beau. Depuis ce jour, quand la lune brille très fort, les anciens disent aux enfants « N'oubliez jamais, l'orgueil éteint la lumière, mais l'humilité la fait revenir. » Et l'histoire des larmes de la lune africaine continua d'être racontée de génération en génération. La guerre finale est enfin déclenchée. Les Avengers, unis, avancent de front face à l'armée de Thanos. C'est le plus grand affrontement que l'on ait vu depuis 10 ans. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette œuvre épique. Mais attention, regarde bien, écoute chaque mot. Sinon, tu risques de ne rien comprendre. On le sait tous, dans Avengers 3, Thanos a réalisé son terrible souhait. D'un simple claquement de doigts, la moitié de l'univers s'est volatilisée. Silence, chaos, disparition. Et parmi les héros partis affronter Thanos, il ne reste presque plus personne. Tony Stark, Nebula et Star-Lord, enfin ce qu'il en reste. Ils montent à bord d'un vaisseau en ruine, direction la Terre. Mais après 22 jours de dérive, la nourriture épuisée, le carburant presque à sec, et pire encore, l'oxygène disparaît lentement. Et pourtant, la Terre est encore à plusieurs années-lumière. Tony n'aurait jamais imaginé finir ainsi. Revenir était censé être une promesse faite à Pepper. Mais aujourd'hui, cette promesse, il va devoir la briser. Alors, il enregistre un dernier message. Sa voix est faible, son regard vide. Dans l'immensité de l'univers, la vie paraît si insignifiante. Soudain, une lumière aveuglante transperce le vide. Un espoir surgit. Le vaisseau est retrouvé. C'est elle, Carol Danvers, la capitaine Marvel. Elle a reçu le message de Nick Fury et fonce vers la Terre à une vitesse dépassant la lumière. Tony est sauvé. Mais à peine revenu, la tension explose. Quand on lui demande où est Thanos, Tony craque. Sa colère bouillonne. Depuis des années, il voulait protéger la Terre. Mais personne ne l'a écouté. Et maintenant, tout est perdu. Il arrache presque son réacteur, le jette vers Steve Rogers. Puis, il s'effondre. Peu après, une découverte, un signal. Thanos a utilisé les pierres une seconde fois, il y a 2 jours. Sa position est localisée. Un autre monde. Alors, il décide d'y aller. Tous. C'est peut-être
leur dernière chance. Dans le vaisseau, l'atmosphère est étrange. Certains plaisantent, d'autres gardent le silence. Mais au fond, tout le monde sait. Ce qui les attend, Easy est irréversible. Ils arrivent. Et là, Thanos, seul, calme, presque banal. Il cuisine, comme si rien ne s'était passé. Mais soudain, l'assaut est lancé. Violent, brutal, implacable. Dans ce village, personne ne sort la nuit. Mieden Coffee arrive après la mort de son père. Les habitants l'accueillent, mais quelque chose ne va pas. Le chef lui dit « Ne sors jamais la nuit ». Chaque soir, tout le monde disparaît chez soi. Les portes se ferment et le silence devient lourd. Mais Coffee entend des murmures dehors. Une nuit, il décide de désobéir. Il ouvre la porte et sort lentement. Les maisons disparaissent. Le brouillard envahit tout. Et des esprits apparaissent. Il le voit et commencent à le poursuivre. Car ici, ceux qui découvrent le secret ne repartent jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres histoires. Et là, le village change. Hawa est une jeune fille calme et sérieuse. Elle aime étudier et éviter les problèmes. Un jour, elle arrive en retard en classe et doit s'asseoir à côté de Karim. Karim est tout le contraire. Il aime rire, parler et ne respecte pas toujours les règles. Au début, Hawa est agacée par son comportement, mais petit à petit, Karim la fait sourire. Ils commencent à discuter, à plaisanter et à passer du temps ensemble. Sans s'en rendre compte, une petite connexion naît entre eux. Leur relation commence doucement avec curiosité et émotion. Avec le temps, Hawa et Karim deviennent très proches. Ils se confient tous leurs secrets et partagent de beaux moments. L'amour grandit entre eux, même s'ils essaient de le cacher. Un jour, Hawa découvre une vérité choquante. Sa famille déteste celle de Karim depuis longtemps. Ses parents lui interdisent de l'autre. Hawa est perdue, mais son cœur choisit Karim. Ils décident de continuer leur relation en secret. Chaque rencontre devient risquée. Ils vivent entre joie et peur. Leur amour devient plus fort, mais aussi plus compliqué à cause des obstacles. Un jour, leur secret est découvert. Les parents d'Hawa sont très en colère. Ils lui interdisent strictement de voir Karim et la surveillent beaucoup. Karim, de son côté, se sent rejeté et blessé. Une dispute éclate entre eux à cause de la pression. Hawa pleure, Karim s'éloigne. Ils arrêtent de se parler. Chacun souffre dans son coin. Les souvenirs leur font mal. Hawa essaie d'obéir à ses parents, mais elle n'arrive pas à oublier Karim. Karim fait semblant d'être fort, mais il pense toujours à elle. Leur séparation est très difficile. Après plusieurs mois, Hawa et Karim se croisent par hasard. Leurs regards se rencontrent encore une fois. Ils comprennent qu'ils s'aiment toujours. Hawa décide d'être courageuse et parle à ses parents. Elle leur explique ses sentiments. Au début, ils refusent, mais avec le temps, ils commencent à comprendre. Karim montre qu'il peut être sérieux et responsable. Finalement, les familles acceptent leur relation. Hawa et Karim se retrouvent et décident de se battre ensemble pour leur amour. Leur histoire devient un symbole de courage et de patience. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Likez si la vidéo vous plaît et donnez votre commentaire sur cette histoire. Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa fille qu'elle avait abandonnée et qu'elle croyait morte. Dans les beaux quartiers d'Abuja, là où les routes sont bordées d'arbres entretenus et les murs des villas aussi hauts que des secrets, vivait une femme dont tout le monde parlait avec un mélange d'admiration et de crainte. Madame Ijeoma Okorie. On disait d'elle qu'elle pouvait transformer une simple parcelle en empire, qu'un mot de sa bouche suffisait à faire trembler des investisseurs. À 50 ans, elle dirigeait l'une des plus grandes sociétés immobilières de la capitale, et son nom était synonyme de prestige, d'autorité et de pouvoir. Toujours vêtue avec une élégance maîtrisée, tailleur de créateurs, parfum discret, bijoux raffinés, elle incarnait le rêve de toutes ces jeunes femmes qui espéraient un jour réussir comme elle.
Mais derrière l'image parfaite, il y avait un silence. Un silence lourd, presque palpable, qui planait sur les couloirs impeccables de sa villa de Metama. Les domestiques la craignaient. Ils parlaient à voix basse, dès qu'ils entendaient le claquement de ses talons sur le marbre. Tout devait être rangé, ordonné, précis. Une cuillère déplacée, un coussin mal positionné, et son regard froid suffisait à glacer le sang. Même Grace, son assistante personnelle depuis plus de 10 ans, ne se permettait jamais un mot de trop. Elle connaissait les règles. Avec Madame Ijeoma, il fallait obéir, pas discuter. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que la grande maison s'endormait, la femme d'acier cessait de jouer son rôle. Elle montait dans son dressing, ouvrait une armoire cachée au fond, et en sortait une petite boîte argentée. À l'intérieur, une photo. Un jeune homme au sourire tendre, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté. Ijeoma s'asseyait alors sur un tabouret, caressait l'image du bout des doigts et murmurait dans un souffle brisé « Mon bébé, mon petit ange ». C'était le seul moment où sa voix tremblait, où ses yeux laissaient hâte couler une larme. Puis, comme si elle se rappelait soudain qui elle devait être, elle refermait la boîte, essuyait ses joues et reprenait son masque de marbre. Personne, pas même Grace, ne savait qu'Ijeoma avait porté un enfant autrefois. Personne ne savait qu'elle l'avait perdu. Elle avait tout enfoui, tout effacé. Mais certains souvenirs refusent de mourir. Chaque fois qu'elle croisait une jeune femme avec un bébé dans les bras, son cœur se serrait malgré elle. Chaque fois qu'un employé lui montrait fièrement la photo d'un nouveau-né, elle sentait une douleur familière remonter du fond de sa poitrine. Elle souriait poliment, mais ses yeux se voilaient aussitôt. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, son chauffeur lui parla de sa femme sur le point d'accoucher. Il était ému, joyeux, plein d'espoir. Ijeoma écoutait en silence, le regard perdu à travers la vitre. Quand il dit « Je prie que Dieu garde l'enfant en bonne santé, madame », elle répondit simplement « Oui, c'est tout ce qui compte ». Mais à cet instant précis, son cœur se fendit encore un peu plus. De retour chez elle, elle dîna seule dans le grand salon éclairé par des lampes dorées. La maison, si belle, paraissait soudain trop grande. Elle mangeait lentement, sans vraiment goûter. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce comme un rappel cruel du temps qui passe. Puis, sans prévenir, elle posa sa fourchette, se leva et monta dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit, un petit carnet jauni par les années. À la première page, une date entourée de rouge, 12 mai 2001. Ses doigts tremblaient. C'était ce jour-là qu'elle avait tout perdu. Elle revoyait encore la chambre d'hôpital, la douleur, les cris étouffés. La voix de sa mère, sévère, impitoyable. « Cet enfant est une honte pour notre famille, Ijeoma. Oublie-le, oublie tout. » Et puis cette femme, une infirmière, à qui on avait remis le bébé. Le petit corps fragile emporté au loin. Elle avait voulu courir, hurler, mais ses jambes avaient cédé. Depuis ce jour, elle n'avait plus jamais été la même. Les années avaient en passé, les affaires avaient pris toute la place, et elle avait bâti un empire pour ne plus penser à ce vide. Mais parfois, le soir, seule sur sa terrasse, elle murmurait « Si tu étais vivant, tu aurais 23 ans aujourd'hui. » Le vent soufflait doucement, faisant bouger les rideaux blancs de sa chambre. Et dans ce souffle léger, elle croyait entendre un rire d'enfant. Un rire lointain, presque irréel. Alors, elle fermait les yeux. Et pour quelques secondes, elle s'autorisait à y croire. La pluie tombait ce matin-là sur Abuja, fine et persistante, dessinant des rigoles sur les vitres de la grande maison d'Ijeoma. Grace, son assistante, marchait rapidement dans le hall, tenant une chemise de documents, lorsqu'elle aperçut la gouvernante discuter avec une jeune fille près de la porte. « Madame, la nouvelle aide domestique est arrivée », annonça la gouvernante en s'inclinant légèrement. Ijeoma leva la tête de son ordinateur. La jeune femme qui se tenait là paraissait fragile, trempée jusqu'aux épaules, mais droite, digne malgré sa simplicité. Elle portait un foulard modeste, une robe usée, et serrait un petit sac contre elle comme si toute sa vie tenait dedans. « Ton nom ?» demanda Ijeoma d'un ton neutre. « Chidinma, madame », répondit la jeune femme d'une voix douce. Elle avait un accent du sud-est, sans doute venu d'un village éloigné. Son regard pourtant n'était ni timide ni fuyant. Il était profond, calme, presque apaisant. Grace jeta un coup d'œil discret à Ijeoma. Elle savait que madame n'aimait pas les filles trop belles ou trop jeunes dans son personnel. Mais celle-ci dégageait autre chose. Pas de provocation, pas de coquetterie. Juste une étrange tranquillité.
Ijeoma, après un long silence, referma son dossier et dit simplement « Très bien. La gouvernante t'expliquera les règles. Je n'aime pas le bruit ni les retards. Sois respectueuse et travaille bien. C'est tout. Oui, madame. Merci, madame, répondit Shidenma en baissant la tête. Elle fut installée dans la petite chambre réservée aux aides de maison, à l'arrière de la villa. Le soir, elle nettoya la cuisine, lava les verres, rangea la vaisselle, sans se plaindre. La gouvernante, intriguée par sa discrétion, la regardait parfois à travers la porte. Cette fille travaillait comme si elle connaissait déjà chaque coin de la maison. Ses gestes étaient précis, ordonnés, trop pour une nouvelle venue. Le lendemain, dès l'aube, Chidinma était déjà debout. Elle préparait le petit déjeuner, alignant le service en porcelaine sur la grande table du salon. Quand Ijeoma entra, tirée à 4 épingles comme toujours, elle remarqua la disposition parfaite des assiettes et la senteur subtile du café. Elle leva les yeux vers la jeune fille, qui attendait debout, mains croisées. « C'est toi qui as préparé ça ?»« Oui, madame. »« C'est bien. Une approbation rare. » Même Grace, en la voyant, en resta étonnée. Les jours passèrent, et Chidanma se fit une place dans la maison. Toujours polie, toujours silencieuse, elle semblait ne jamais se tromper, ne jamais se fatiguer. Mais ce qui troubla Ijeoma, ce fut cette sensation étrange, comme si la présence de la jeune fille adoucissait l'air autour d'elle. Quand Chidanma entrait dans une pièce, le cœur d'Ijeoma se calmait sans qu'elle sache pourquoi. Parfois, elle la regardait longuement, fascinée par ses traits, ce visage doux, cette façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Tout lui paraissait familier. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son bureau, elle l'entendit fredonner une mélodie dans la cuisine. Une berceuse, douce, presque oubliée. Le son traversa le couloir et fit trembler Ijeoma. C'était cette chanson, celle qu'elle chantait il y a 23 ans, pour endormir son bébé. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et alla jusqu'à la porte. Chidinma lavait des tasses, insouciante, fredonnant toujours. Ijeoma resta figée quelques secondes avant de demander « Où as-tu appris cette chanson ?» La jeune fille se retourna, surprise. « Ma mère me la chantait quand j'étais petite, madame. » Un silence lourd s'installa. Ijeoma sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, une émotion qu'elle tenta aussitôt de masquer. Elle hocha la tête, sans rien dire, et repartit lentement. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans son lit, les mots de la jeune fille tournaient dans sa tête. Ma mère me l'a chanté. Impossible. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle murmurait le contraire. Le lendemain, elle observa Chidinma de loin, sans se montrer. Chaque geste, chaque regard, chaque intonation semblait lui rappeler quelqu'un. Et plus elle la regardait, plus une question terrible s'insinuait dans son esprit. Et si ce n'était pas un hasard ? Il trouve une bouteille de lubrifiant à moitié vide dans le sac de sa femme, mais il n'a jamais utilisé ce genre de choses avec elle. Alors il achète 2 bouteilles de superglue et les y verse. Au milieu de la nuit, son chien se met à aboyer frénétiquement, et sa femme a la moitié de la jambe manquante. Après avoir été en voyage d'affaires pendant 6 mois, sa femme se jette dans ses bras en disant qu'elle veut un bébé. Mais ce geste éveille immédiatement ses soupçons. Il pense qu'elle est peut-être déjà enceinte et qu'elle cherche simplement quelqu'un pour endosser la responsabilité. Il est toujours en déplacement professionnel. Elle pourrait ramener d'autres hommes à la maison sans qu'il ne le sache. Pour innocenter sa femme, le lendemain, il installe des caméras dans chaque pièce de la maison et lui dit qu'il doit repartir pour un voyage d'affaires de dernière minute. Il se rend ensuite dans un logement qu'il avait préparé et ouvre son téléphone pour surveiller tout ce qui se passe chez lui. Une semaine entière passe, et sa femme agit de manière tout à fait normale, jusqu'au 8e jour, où elle se maquille entièrement et quitte la maison toute joyeuse. Il pense immédiatement qu'elle va à un rendez-vous, alors il monte dans sa voiture de location et garde les yeux fixés sur l'entrée de l'immeuble. Bientôt, il aperçoit sa femme. Il sort de la voiture et la suit prudemment. Il s'avère que sa destination est l'épicerie. Il pousse un grand soupir de soulagement. 1 heure plus tard, sa femme rentre à la maison en portant un grand sac de courses. Il retourne à sa voiture pour continuer à observer. Sur l'écran, il voit sa femme poser les courses sur la table. Puis elle sort son téléphone et passe un appel. Elle dit « Quand viens-tu » On lui répond « Dans environ 3 heures ». Elle dit « D'accord, compris ». Il se demande qui va venir. Son cœur se serre soudainement. Il endure une attente pénible de 3 heures. Puis soudain, on frappe à la porte. Sa femme va joyeusement ouvrir. Un homme entre dans le salon. Quand il voit cet homme, son esprit devient complètement vide. Il connaît cette personne. C'est Yang Jun, le patron de sa femme au travail. Il les regarde manger ensemble, rire et discuter, se comportant comme un couple marié très proche. Il a l'impression que sa tête va exploser. À ce moment-là, il veut se précipiter là-haut et frapper ses 2 infidèles. Mais la raison lui dit d'attendre.
Il doit les prendre sur le fait. 1 heure plus tard, ils finissent de manger et se dirigent vers la chambre. À cet instant, même s'il brûle de rage intérieurement, il ne laisse rien paraître sur son visage. Il sourit, mais c'est un sourire amer. Il n'aurait jamais pensé que cela en arriverait là. Il s'était tué à la tâche pour gagner de l'argent, juste pour qu'elle ait un foyer. Cet acompte de 30 000 $, il avait traversé tant d'épreuves pour l'obtenir. Il avait enfin acheté une maison et s'était marié. Et après seulement 1 an, elle fait une chose pareille. En fixant cette scène dégoûtante sur son téléphone, un sourire inquiétant se dessine lentement sur son visage. Il quitte alors le flux de surveillance. Il utilise une carte téléphonique prépayée empruntée à un ami pour appeler la police. Il dit vouloir signaler un crime. Il précise que c'est au bâtiment 6 de la résidence Jardin. Il dit qu'il pense qu'une femme y est agressée. Il affirme entendre ses faibles cris à l'aide. Il dit que s'ils ne viennent pas rapidement, elle pourrait ne pas survivre. Il les supplie de ne pas révéler son identité. Il a peur que l'agresseur ne se venge de lui. Après avoir raccroché, il appelle aussi un journaliste. Il lui dit qu'il y a une énorme affaire. Un crime majeur s'est produit au bâtiment 6 de la résidence Jardin. Il lui dit d'y aller vite. Il ignore les questions du journaliste et raccroche simplement. De retour dans sa voiture, il allume une cigarette et pense à sa femme. Il se dit qu'il a déjà ruiné sa propre réputation, alors maintenant ils peuvent jouer à ce jeu lentement. Il remet l'image sur cette femme odieuse. Il observe et critique. L'homme n'est même pas beau. Son corps n'est pas aussi bien que le sien. Mais bon, c'est un chef de projet. Il gagne probablement un peu plus d'argent que lui. Il murmure à sa femme « Tu as vraiment détruit notre mariage pour ça ». Puis il se dit qu'il avait vraiment été aveugle de l'aimer. Peu de temps après, plusieurs voitures de police arrivent. Avec leur arrivée, tout le voisinage commence à prêter attention à ce qui se passe. Les gens adorent les histoires dramatiques. Juste après que les policiers entrent, ils voient un journaliste avec sa caméra les suivre à l'intérieur. Son sourire s'élargit encore, mais en souriant, quelques larmes coulent sur son visage. Environ une demi-heure plus tard, la police ressort avec sa femme et Yang Jun, désormais habillés, et les fait monter dans la voiture de patrouille. Ce journaliste malin reste caché dans la foule, prenant discrètement des photos. Les gens aux alentours publient aussi sur les réseaux sociaux. L'un dit avoir entendu qu'il s'agissait d'une intrusion à domicile, traitant l'homme de véritable ordure. Un autre répond que ce n'est pas vrai et demande d'où vient cette information. Un voisin intervient en disant que la femme habite juste au-dessus de chez lui. Son mari est toujours en déplacement professionnel et chaque fois qu'il est absent, il entend des bruits venant de l'étage. Il est évident qu'elle le trompe. Il avait même pensé trouver un moyen de prévenir son mari, mais maintenant il parie que celui-ci est absolument furieux. Il sait que ces deux-là vont être complètement exposés et qu'il aura même ses 15 minutes de célébrité. Son objectif est atteint. Il ne lui reste plus qu'à attendre que la police l'appelle, en tant que mari, pour venir la récupérer. Il a vraiment envie de voir l'expression du visage de sa femme lorsqu'elle le verra. Peu après être retourné dans son logement loué, il reçoit un appel de la police. L'agent se présente comme appartenant au service de police de la ville et demande s'il parle bien à Monsieur Wang. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, mais il répond d'un ton confus que oui, c'est lui, en demandant ce qui se passe. L'agent dit qu'ils ont reçu un signalement concernant une agression contre sa femme, mais avant qu'il ne puisse terminer, il l'interrompt d'une voix paniquée. Il demande s'ils disent que sa femme a été attaquée. Il confirme le nom de sa femme et demande si c'est bien elle. L'agent tente de le calmer, lui disant « Monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas ». Il rétorque « Comment pourrais-je ne pas m'énerver ?» exigeant de savoir ce qui est arrivé à sa femme. Après avoir été interrompu 2 fois, l'agent parle d'un ton plus ferme, lui demandant simplement d'écouter et de le laisser finir. Il précise que sa femme n'a pas été agressée. Il pousse un grand soupir de soulagement fin, disant que c'est une bonne nouvelle, répétant qu'il est heureux qu'elle aille bien, mais l'agent ajoute qu'elle l'a trompé. D'après leur enquête, c'était consenti. Cette déclaration mal placée le laisse silencieux pendant un long moment. Il fait semblant d'être complètement anéanti. L'agent lui demande s'il va bien, reconnaissant que c'est difficile à entendre, mais lui disant de rester fort et de ne rien faire d'irréfléchi. Sa voix est remplie d'amertume. Il dit que ça va, que c'est juste beaucoup à encaisser, qu'il a besoin d'un moment. Puis il demande s'ils ont informé ses parents. Ils ont tous les deux plus de 50 ans et ne sont pas en très bonne santé. Le choc pourrait être trop lourd pour eux. Un silence s'installe de l'autre côté, puis des excuses. Son collègue les a déjà appelés. Ils sont en route. Un léger rictus apparaît sur son visage. Il fait semblant de paniquer en disant qu'il arrive aussi. Après cela, il raccroche, jette son téléphone sur le lit et s'allonge. Il pense à la façon dont elle va faire face à ses parents, se souvenant que son père a un problème cardiaque, se demandant si cela sera la fin pour lui. Après un rire froid, il commence à réfléchir à l'attitude qu'il doit adopter face à eux. Il attend jusqu'à minuit, avant de se rendre enfin au commissariat. En sortant de la voiture, il se précipite à l'intérieur avec un air inquiet, dissimulant sa colère, son langage corporel trahissant une rage contenue. Il voit sa femme affaissée sur une chaise, l'air perdu. Au moment où elle le voit, elle détourne le regard, honteuse. Après un bref échange avec l'agent, il s'approche lentement d'elle et lui prend doucement la main. Elle essaie de se dégager, mais il la serre fermement. Il lui demande à voix basse pourquoi, lui demandant s'il n'était pas assez bien pour elle. Elle détourne le regard et reste silencieuse. Alors qu'il s'apprête à continuer, son téléphone sonne. Il y jette un coup d'œil, puis lui dit que ce sont ses parents.
Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer avec lui, mais qu'elle ferait mieux de réfléchir à ce qu'elle va dire à ses parents. Il s'éloigne pour répondre à l'appel, prenant un ton choqué et s'exclamant que le cœur de son père a encore fait des siennes. Il leur dit qu'il est au commissariat et qu'il va l'emmener tout de suite. Il se tourne vers elle et lui dit de se dépêcher, que son père est à l'hôpital à cause d'elle. Ils régleront leurs problèmes plus tard. Dans la voiture, en chemin, il baisse la vitre. Après avoir roulé un moment, il lui demande soudain si elle est enceinte. Elle regarde simplement par la fenêtre, sans dire un mot. Il continue, lui disant que si elle veut sauver leur mariage, elle doit s'en débarrasser. Il dit qu'il sait que ce n'est pas le sien et qu'il n'élèvera pas l'enfant d'un autre homme. Elle reste complètement silencieuse. Il se dit que le choc lui prendra du temps à surmonter. Ils arrivent à l'hôpital municipal et trouvent sa mère qui attend devant la salle des urgences. Son frère aîné est également là. Il s'agenouille près de sa mère et lui demande avec inquiétude comment va son père, se demandant s'il est en danger. Sa mère le regarde, lui prend la main et s'excuse, disant qu'ils ont échoué en tant que parents et qu'ils lui ont fait honte. Il lui dit qu'ils en parleront plus tard et demande si les frais de l'opération ont été payés. Il dit qu'il va s'en occuper. Sa mère lui tient le bras, gênée, disant qu'ils ne peuvent pas accepter son argent après tout ce qui s'est passé. Il lui tapote la main pour la rassurer, lui disant qu'elle et son mari ont toujours été bons avec lui. Il lui rappelle qu'il a grandi orphelin et qu'ils sont sa famille. Loin d'ici, dans un village appelé Sembaya, vivait une femme nommée Fatoumata. Une femme si belle que l'on disait que son visage pouvait arrêter le temps. Les hommes parlaient d'elle à voix basse, les femmes aussi. Même les enfants murmuraient son nom quand ils croyaient que personne ne les écoutait. Quand Fatoumata se réveillait le matin, c'était comme si tout le village se réveillait avec elle. Au moment où elle sortait balayer la cour, des hommes se tenaient déjà à sa porte, certains avec des paniers de mangue, d'autres avec des chèvres, d'autres encore avec des bijoux du marché. Ils attendaient, transpirant sous le soleil, juste pour apercevoir son visage. Sa mère, Yandé, ne les chassait jamais. Elle sortait en souriant, fière et vive, ses mains rapides à ramasser chaque cadeau. Et peu importe combien de fois Fatoumata disait « non, merci », d'autres hommes revenaient encore. Chaque jour, c'était la même chose. Doucement, les hommes appelaient en son nom. Ils lui promettèrent de l'or, des terres, l'amour. Et chaque jour, Fatoumata secouait la tête, polie et silencieuse, jamais impolie, jamais intéressée. Certains disaient qu'elle était timide, d'autres disaient qu'elle était fière, et d'autres encore, ceux qui aimaient les commérages, disaient qu'elle n'était pas humaine. « C'est un esprit du fleuve », chuchotait une vieille femme au marché. « Sa mère l'a trouvé flottant dans une calebasse », disait une autre. Et quand quelqu'un riait, la vieille femme sifflait. Alors dis-moi comment une femme aussi vilaine que Yandé aurait-elle pu donner naissance à une telle beauté? Et les gens reconnaissaient qu'elle n'avait pas tort. Yandé n'était pas connue pour sa beauté. Son visage était long et dur, ses yeux petits et froids, mais elle était riche, plus riche que quiconque à Sembaya grâce à sa fille. Les prétendants venaient de loin, remplissant la cour de beaux tissus, de bétail, de sacs de sel. Yandé vendait, échangeait, investissait, sa maison grandissait chaque année, mais cette maison avait quelque chose d'étrange. Aucun rire n'en sortait. Fatoumata n'avait ni père, ni frère, ni sœur, seulement sa mère. Et même si Yandé souriait aux villageois, personne ne l'aimait vraiment. Pourtant, le village aimait parler. On disait que Fatoumata avait déjà été fiancée 2 fois. Le premier homme, un jeune cultivateur, était mort soudainement, juste avant le mariage. Le second, un soldat, s'était noyé dans le fleuve peu après lui avoir offert un bracelet d'or. Les gens murmuraient, mais Yandé fit taire les rumeurs avec des cadeaux pour les anciens, de l'argent pour le prêtre, et bientôt, tout le monde se tut. À ce moment-là, la plupart des hommes avaient peur de l'épouser, mais pas tous. Certains croyaient encore que sa beauté valait le risque. Et puis, une saison où le fleuve débordait et où les pêcheurs étaient à l'œuvre, un nouvel homme arriva à Sembaya. Il avait entendu les histoires, mais il s'en moquait. Il s'appelait Baye, et dès qu'il vit Fatoumata pour la première fois, il se jura qu'elle serait sa femme. Il venait de la côte, un pêcheur travailleur, connu pour tirer des filets plus lourds que des hommes 2 fois plus grands que lui. Son rire portait loin, son cœur était simple et bon. La première fois qu'il vit Fatoumata, c'était au marché. Elle marchandait des ignames, le soleil dessinant des reflets sur ses épaules, il en oublia le monde. Quand elle surprit son regard, il détourna les yeux honteux. Mais cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain matin, il lui apporta un cadeau, un petit poisson sculpté, poli jusqu'à briller. Fatoumata le regarda et sourit pour la première fois depuis des années. Ce sourire changea tout.
Les villageois le prévinrent. « Ne la suis pas, garçon, elle est la mort des hommes. » Mais Bai rit. « Si l'amour tue, alors je mourrai en souriant. » Les jours devinrent des semaines. Il lui chantait des chansons près du puits, lui apportait des tilapias frais de ses filets, aidait les servantes de sa mère à porter le bois. Et peu à peu, les murs de Fatoumata commencèrent à tomber. Quand elle finit par dire oui, le village entier poussa un cri de stupeur. Mais leur joie fut de courte durée. En moins d'un cycle de lune, Bai tomba malade. Sa force le quitta, sa peau pâlit, son rire s'éteignit, les anciens murmures revinrent. Elle en a pris un autre. Sa beauté tue les hommes. La mère de Bai alla de maison en maison réclamant justice. Les anciens se réunirent, mais avant qu'ils ne puissent agir, Yandé envoya des présents, du riz, de l'or, assez pour acheter le silence. Et une fois encore, le village se tut. Mais Fatoumata, elle, ne trouva pas la paix. Chaque nuit, elle veillait au chevet de Bai, priant tous les esprits qu'elle connaissait. « Prenez ma beauté, je vous en supplie, prenez tout, mais laissez-le vivre. » Une nuit, incapable de dormir, elle entendit des chants étranges dehors. Pieds nus, elle suivit la voix à travers les arbres, jusqu'à la rivière. Là, sous la lune d'argent, sa mère était agenouillée. Les mains de Yandé traçaient des signes étranges, sa voix grave et inconnue. « Esprit du fleuve, prenez-le et gardez mon don, que ma fille reste belle, que sa beauté les domine tous. » Fatoumata se figea. Le reflet de sa mère tremblait sur l'eau, mais le visage qui la regardait n'était pas humain. Il était écailleux, brillant, ancien. Elle fit un pas en avant. « Maman, que fais-tu » Yandé se retourna lentement, les yeux brillants comme la rivière elle-même. « Tu n'aurais pas dû venir, ma fille. Tu veux savoir pourquoi tes hommes meurent? Parce que je l'ai promis aux esprits. » Des années plus tôt, Yandé avait été moquée pour sa laideur. Aucun homme ne voulait d'elle. Dans sa colère, elle était allée au fleuve et avait supplié les esprits. « Donnez-moi une fille dont la beauté aveuglera le monde. En échange, prenez la vie des hommes qui l'aimeront. » Le fleuve accepta. Et ainsi naquit Fatoumata, belle au-delà de toute raison, maudite au-delà de toute pitié. Fatoumata tomba à genoux. « Maman, c'est toi ?» Sa mère hocha la tête. « C'est le prix de la beauté, dit-elle calmement comme si elle parlait d'une chose sans importance. Fatoumata, horrifiée, sanglotait. « Non, cela doit cesser, les gens meurent à cause de moi. » Yandé sourit tristement. « Je suis désolée, ma fille, mais ce qui a été donné ne peut être repris. La malédiction ne s'arrêtera que lorsque la vie de celle qui l'a commencée prendra fin. » Fatoumata recula, les larmes se mêlant à la brume du fleuve. Au loin, elle entendait Bai tousser faiblement, un son comme un tambour mourant. Sa mère leva le poignard du sacrifice et le pointa vers l'eau. « Laisse-le, un autre viendra. Les esprits n'en ont jamais assez. » Mais quelque chose se brisa en Fatoumata. « Non, maman, plus jamais. » Elle bondit, arracha le poignard des mains de sa mère, sa voix tremblait. « Si la malédiction finit avec ta mort, alors qu'elle finisse ce soir. » Avant que Yandé ne parle, Fatoumata enfonça la lame dans sa poitrine. La rivière rugit, les vagues montèrent haut comme des arbres. Le vent hurle, les esprits crièrent depuis les profondeurs. Puis, silence. Le ciel s'éclaircit. Le fleuve s'apaisa. Quand Fatoumata rouvrit les yeux, le corps de sa mère avait disparu, emporté par le courant. Dans la hutte, Bai remua. Sa respiration revint, la fièvre tomba. Il la regarda et murmura faiblement « Que s'est-il passé ?» Fatoumata répondit simplement « C'est fini, paix. » À partir de ce jour, la paix revint à Sembaya. Les villageois remarquèrent que Fatoumata brillait encore, mais sa beauté n'avait plus rien d'irréel. Elle était humaine désormais, douce, apaisée, méritée. Des années plus tard, quand des étrangers demandaient « Est-il vrai que tous les hommes qu'elle aimait sont morts ?» Les anciens secouaient la tête et disaient calmement « Méfiez-vous de la beauté qui fait trembler le cœur, car elle peut aussi le briser. » Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa fille qu'elle avait abandonnée et qu'elle croyait morte. Dans les beaux quartiers d'Abuja, là où les routes sont bordées d'arbres entretenus et les murs des villas aussi hauts que des secrets, vivait une femme dont tout le monde parlait avec un mélange d'admiration et de crainte. Madame Ijeoma Okorie. On disait d'elle qu'elle pouvait transformer une simple parcelle en empire, qu'un mot de sa bouche suffisait à faire trembler des investisseurs.
À 50 ans, elle dirigeait l'une des plus grandes sociétés immobilières de la capitale, et son nom était synonyme de prestige, d'autorité et de pouvoir. Toujours vêtue avec une élégance maîtrisée, tailleur de créateur, parfum discret, bijoux raffinés, elle incarnait le rêve de toutes ces jeunes femmes qui espéraient un jour réussir comme elle. Mais derrière l'image parfaite, il y avait un silence lourd, presque palpable, qui planait sur les couloirs impeccables de sa villa de Metama. Les domestiques la craignaient. Ils parlaient à voix basse, dès qu'ils entendaient le claquement de ses talons sur le marbre. Tout devait être rangé, ordonné, précis. Une cuillère déplacée, un coussin mal positionné, et son regard froid suffisait à glacer le sang. Même Grace, son assistante personnelle depuis plus de 10 ans, ne se permettait jamais un mot de trop. Elle connaissait les règles. Avec Madame Ijeoma, il fallait obéir, pas discuter. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que la grande maison s'endormait, la femme d'acier cessait de jouer son rôle. Elle montait dans son dressing, ouvrait une armoire cachée au fond et en sortait une petite boîte argentée. À l'intérieur, une photo. Un jeune homme au sourire tendre, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté. Ijeoma s'asseyait alors sur un tabouret, caressait l'image du bout des doigts et murmurait dans un souffle brisé « Mon bébé, mon petit ange ». C'était le seul moment où sa voix tremblait, où ses yeux laissaient hâte couler une larme. Puis, comme si elle se rappelait soudain qui elle devait être, elle refermait la boîte, essuyait ses joues et reprenait son masque de marbre. Personne, pas même Grace, ne savait qu'Ijeoma avait porté un enfant autrefois. Personne ne savait qu'elle l'avait perdu. Elle avait tout enfoui, tout effacé. Mais certains souvenirs refusent de mourir. Chaque fois qu'elle croisait une jeune femme avec un bébé dans les bras, son cœur se serrait malgré elle. Chaque fois qu'un employé lui montrait fièrement la photo d'un nouveau-né, elle sentait une douleur familière remonter du fond de sa poitrine. Elle souriait poliment, mais ses yeux se voilaient aussitôt. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, son chauffeur lui parla de sa femme sur le point d'accoucher. Il était ému, joyeux, plein d'espoir. Ijeoma écoutait en silence, le regard perdu à travers la vitre. Quand il dit « Je prie que Dieu garde l'enfant en bonne santé, madame », elle répondit simplement « Oui, c'est tout ce qui compte ». Mais à cet instant précis, son cœur se fendit encore un peu plus. De retour chez elle, elle dîna seule dans le grand salon éclairé par des lampes dorées. La maison, si belle, paraissait soudain trop grande. Elle mangeait lentement, sans vraiment goûter. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce comme un rappel cruel du temps qui passe. Puis, sans prévenir, elle posa sa fourchette, se leva et monta dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit, un petit carnet jauni par les années. À la première page, une date entourée de rouge, 12 mai 2001. Ses doigts tremblaient. C'était ce jour-là qu'elle avait tout perdu. Elle revoyait encore la chambre d'hôpital, la douleur, les cris étouffés. La voix de sa mère, sévère, impitoyable. « Cet enfant est une honte pour notre famille, Ijeoma. Oublie-le, oublie tout. » Et puis cette femme, une infirmière, à qui on avait remis le bébé, le petit corps fragile emporté au loin. Elle avait voulu courir, hurler, mais ses jambes avaient cédé. Depuis ce jour, elle n'avait plus jamais été la même. Les années avaient passé, les affaires avaient pris toute la place, et elle avait bâti un empire pour ne plus penser à ce vide. Mais parfois, le soir, seule sur sa terrasse, elle murmurait « Si tu étais vivant, tu aurais 23 ans aujourd'hui. » Le vent soufflait doucement, faisant bouger les rideaux blancs de sa chambre. Et dans ce souffle léger, elle croyait entendre un rire d'enfant. Un rire lointain, presque irréel. Alors, elle fermait les yeux. Et pour quelques secondes, elle s'autorisait à y croire. La pluie tombait ce matin-là sur Abuja, fine et persistante, dessinant des rigoles sur les vitres de la grande maison d'Ijeoma. Grace, son assistante, marchait rapidement dans le hall, tenant une chemise de documents, lorsqu'elle aperçut la gouvernante discuter avec une jeune fille près de la porte. « Madame, la nouvelle aide domestique est arrivée », annonça la gouvernante en s'inclinant légèrement. Ijeoma leva la tête de son ordinateur. La jeune femme qui se tenait là paraissait fragile, trempée jusqu'aux épaules, mais droite, digne malgré sa simplicité. Elle portait un foulard modeste, une robe usée, et serrait un petit sac contre elle comme si toute sa vie tenait dedans. « Ton nom ?» demanda Ijeoma d'un ton neutre. « Chidinma, madame », répondit la jeune femme d'une voix douce. Elle avait un accent du sud-est, sans doute venu d'un village éloigné.
Son regard pourtant n'était ni timide ni fuyant. Il était profond, calme, presque apaisant. Grace jeta un coup d'œil discret à Ijeoma. Elle savait que madame n'aimait pas les filles trop belles ou trop jeunes dans son personnel. Mais celle-ci dégageait autre chose. Pas de provocation, pas de coquetterie. Juste une étrange tranquillité. Ijeoma, après un long silence, referma son dossier et dit simplement « Très bien. La gouvernante t'expliquera les règles. Je n'aime pas le bruit ni les retards. Sois respectueuse et travaille bien. C'est tout. Oui, madame. Merci, madame, répondit Shidenma en baissant la tête. Elle fut installée dans la petite chambre réservée aux aides de maison, à l'arrière de la villa. Le soir, elle nettoya la cuisine, lava les verres, rangea la vaisselle, sans se plaindre. La gouvernante, intriguée par sa discrétion, la regardait parfois à travers la porte. Cette fille travaillait comme si elle connaissait déjà chaque coin de la maison. Ses gestes étaient précis, ordonnés, trop pour une nouvelle venue. Le lendemain, dès l'aube, Chidinma était déjà debout. Elle préparait le petit déjeuner, alignant le service en porcelaine sur la grande table du salon. Quand Ijeoma entra, tirée à 4 épingles comme toujours, elle remarqua la disposition parfaite des assiettes et la senteur subtile du café. Elle leva les yeux vers la jeune fille, qui attendait debout, mains croisées. « C'est toi qui as préparé ça ?»« Oui, madame. »« C'est bien. Une approbation rare. » Même Grace, en la voyant, en resta étonnée. Les jours passèrent, et Chidenma se fit une place dans la maison. Toujours polie, toujours silencieuse, elle semblait ne jamais se tromper, ne jamais se fatiguer. Mais ce qui troubla Ijeoma, ce fut cette sensation étrange, comme si la présence de la jeune fille adoucissait l'air autour d'elle. Quand Chidenma entrait dans une pièce, le cœur d'Ijeoma se calmait sans qu'elle sache pourquoi. Parfois, elle la regardait longuement, fascinée par ses traits, ce visage doux, cette façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Tout lui paraissait familier. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son bureau, elle l'entendit fredonner une mélodie dans la cuisine. Une berceuse, douce, presque oubliée. Le son traversa le couloir et fit trembler Ijeoma. C'était cette chanson, celle qu'elle chantait il y a 23 ans, pour endormir son bébé. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et alla jusqu'à la porte. Chidinma lavait des tasses, insouciante, fredonnant toujours. Ijeoma resta figée quelques secondes avant de demander « Où as-tu appris cette chanson ?» La jeune fille se retourna, surprise. « Ma mère me la chantait quand j'étais petite, madame. » Un silence lourd s'installa. Ijeoma sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, une émotion qu'elle tenta aussitôt de masquer. Elle hocha la tête, sans rien dire, et repartit lentement. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans son lit, les mots de la jeune fille tournaient dans sa tête. Ma mère me l'a chanté. Impossible. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle murmurait le contraire. Le lendemain, elle observa Chidinma de loin, sans se montrer. Chaque geste, chaque regard, chaque intonation semblait lui rappeler quelqu'un. Et plus elle la regardait, plus une question terrible s'insinuait dans son esprit. Et si ce n'était pas un hasard? Dans un village entouré de grands baobabs, vivait une jeune fille, appelée Aïcha. Elle était connue pour sa grande beauté. Sa peau brillait sous le soleil et ses yeux ressemblaient à 2 étoiles. Beaucoup de jeunes du village l'admiraient. Certains disaient même qu'elle était la plus belle fille de toute la région. Mais avec le temps, Aïcha commença à devenir orgueilleuse. Elle pensait qu'elle était meilleure que les autres. Elle parlait peu aux filles de son âge et ignorait souvent les conseils des anciens. Chaque soir, elle allait au bord de la rivière. Elle aimait regarder son visage dans l'eau claire. Quand la lune apparaissait, son reflet devenait encore plus lumineux. Elle souriait et disait doucement « La lune brille pour moi seule ». Un jour, le vieux sage du village l'approcha. Il lui dit calmement « Ma fille, la beauté est un cadeau. Mais si ton cœur devient dur, ce cadeau peut se transformer en malheur. » Aïcha ne prit pas ces paroles au sérieux. Elle pensait que rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Le soleil se coucha comme d'habitude, mais la lune ne se leva pas. Le ciel resta noir et vide. Les habitants levèrent les yeux. Les meules levaient les yeux, inquiets. La nuit devint très sombre. On ne voyait presque rien. Les enfants commencèrent à pleurer. Les chiens aboyaient, sans arrêt. Même la rivière semblait silencieuse. Les jours suivants, les problèmes commencèrent. Les plantes se fanèrent. Les récoltes séchèrent. Certains animaux tombèrent malades. Le village perdit sa joie. Les anciens se réunirent autour du feu sacré.
Après de longues discussions, le plus âgé parla d'une voix grave. La lune africaine est fâchée. Elle éclaire les cœurs purs. Mais lorsqu'elle voit l'orgueil, sa lumière se cache. Peu à peu, les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle sentit son cœur battre très fort. Pour la première fois, elle eut peur. Elle se demanda si son comportement avait causé ce malheur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle comprit que la beauté ne pouvait pas protéger un village entier. Le lendemain matin, Aïcha prit une décision courageuse. Elle alla voir les anciens et dit « Si j'ai causé ce problème, je veux réparer mon erreur. » Elle décida d'aller dans la forêt sacrée pour demander pardon à l'esprit de la lune. Cette forêt faisait peur à tout le monde. On disait qu'elle révélait la vérité, cachée dans le cœur des hommes. Aïcha marcha longtemps. Le soleil était chaud pendant la journée et le froid piquait la nuit. Elle avait faim et soif. Ses pieds lui faisaient le mal. Mais elle continua d'avancer. En marchant seule, elle commença à réfléchir. Elle se rappela ses paroles arrogantes. Elle pensa au regard triste des enfants du village. Elle comprit qu'elle avait pensé seulement à elle-même. Après 3 jours, elle arriva devant un immense baobab. Fatiguée, elle tomba à genoux et pleura. « Je suis désolée. J'ai laissé mon orgueil contrôler mon cœur. Pardonne-moi, dit-elle en levant les yeux vers le ciel noir. Le vent souffla doucement autour d'elle. Tout devint silencieux. Puis une lumière blanche apparut dans le ciel sombre. Elle n'était pas forte, mais douce et rassurante. Une voix calme parla. « Aïcha, la vraie beauté ne se voit pas avec les yeux. Elle se voit avec le cœur. » Aïcha pleurait. Ses larmes tombaient sur la terre sèche. Elle sentit une grande chaleur entrer dans sa poitrine. Son cœur devenait léger. Soudain, une goutte brillante tomba du ciel et toucha sa joue. Elle était fraîche comme la rosée du matin. Aïcha comprit que c'était une larme de la lune africaine. La voix continua. Quand un cœur reconnaît son erreur, la lumière peut revenir. À ce moment, Aïcha ne pensait plus à sa beauté. Elle pensait seulement à son village et au bonheur des autres. Son orgueil avait disparu. Il restait seulement l'humilité et le regret sincère. Le lendemain soir, quelque chose de merveilleux se produisit. La lune réapparut dans le ciel. Elle brillait plus fort qu'avant. Sa lumière éclairait tout le village. Les habitants sortirent de leur maison avec surprise et joie. Les enfants riaient. Les anciens remerciaient le ciel. Les jours suivants, les plantes redevinrent vertes. Les animaux retrouvèrent leur force. La vie revenait doucement. Aïcha rentra au village, changée. Elle ne cherchait plus à être admirée. Elle aidait les femmes à apporter l'eau. Elle partageait sa nourriture avec les plus pauvres. Elle écoutait les conseils avec respect. Les gens remarquèrent en son changement. Ils comprirent ensemble que son cœur était devenu beau. Depuis ce jour, quand la lune brille très fort, les anciens disent aux enfants « N'oubliez jamais, l'orgueil éteint la lumière, mais l'humilité la fait revenir. » Et l'histoire des larmes de la lune africaine continua d'être racontée de génération en génération. Le prince orgueilleux. Dans un grand royaume africain entouré de baobabs et de vastes plaines vivait un jeune prince appelé Keïta. Il était le fils unique du roi et tout le monde savait qu'il deviendrait roi un jour. Keïta était courageux et intelligent, mais il avait un grand défaut. Il n'aimait pas écouter les conseils. Quand les anciens du village lui parlaient avec sagesse, il les interrompait. Quand son père essayait de lui expliquer comment diriger un royaume, il disait qu'il savait déjà tout. Même sa mère lui rappelait que l'orgueil peut détruire un homme, mais il ne prêtait pas attention à ses paroles. Il pensait que sa jeunesse et sa force suffisaient pour gouverner. Peu à peu, les habitants commencèrent à s'inquiéter. Ils voyaient que le prince prenait des décisions rapides sans réfléchir. Mais personne n'osait trop insister, car il refusait toujours d'écouter. Les anciens du village annoncèrent qu'une grande sécheresse allait arriver. Ils conseillèrent au prince de garder de la nourriture et de protéger les réserves d'eau. Mais Keïta ne les crut pas. Il pensait qu'ils exagéraient. Il continua d'organiser des fêtes et de gaspiller les ressources du royaume. Quelques semaines plus tard, la pluie cessa de tomber. Les champs devinrent secs et les récoltes furent perdues. Les animaux mouraient de soif et les familles commençaient à manquer de nourriture. Le peuple souffrait beaucoup. En même temps, un royaume voisin profita de cette faiblesse pour attaquer. Les soldats n'étaient pas préparés.
Keïta comprit alors que ses décisions avaient mis tout le monde en danger. Il ressentit une grande honte. Pour la première fois, il réalisa que son orgueil avait causé la souffrance de son peuple. Keïta décida de changer. Il alla voir les anciens du village avec respect. Il baissa la tête et demanda pardon pour son comportement. Les anciens acceptèrent de l'aider car ils aimaient leur royaume. Ils lui expliquèrent que la vraie force d'un leader n'est pas de tout savoir, mais de savoir écouter. Keïta commença à passer du temps avec les agriculteurs pour comprendre leurs besoins. Il consulta les guerriers avant de prendre des décisions importantes. Il apprit à réfléchir avant d'agir. Petit à petit, le royaume commença à se relever. Les récoltes revinrent et la paix fut restaurée. Le peuple retrouva confiance en lui. Keïta comprit enfin qu'un bon chef doit être humble et attentif. Grâce à cette leçon, il devint un roi sage et respecté. On ne peut pas applaudir n'importe quoi. Aujourd'hui, il suffit d'une vidéo choquante pour devenir célèbre. Mais est-ce que tout buzz mérite le respect? Ce qui circule en ce moment doit nous interpeller. Pas pour insulter quelqu'un, mais pour se poser les vraies questions. Quand l'intimité devient un spectacle, quand la pudeur disparaît, ce n'est pas le progrès, c'est une perte de repères. Femme, tu vaux plus que des vues, plus que des likes, plus que quelques secondes d'attention. Le vrai respect ne se mendie pas, il se construit. Calcul mental. Alcool, moto, vitesse, moins casque, plus goudron, ça donne combien? Aidez-moi s'il vous plaît. Attends, Satan aussi c'est un vrai malade, hein? C'est un sauvage même. Parce que, je ne comprends pas. Remarquez bien, tout ce que Satan nous propose là, c'est doux. Oui, oui. Qui va me dire le contraire? Tout ce que Satan propose, c'est doux. Parce que, souvent, moi je me pose la question de savoir, est-ce que tout ce qui a été dit sur Satan, il n'y a pas eu des mensonges dedans? C'est Morifou. Oui, oui. Parce que je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas menti sur lui tout ce qu'ils ont dit là? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que... En fait... Non, il revient. Que la maturité, c'est de savoir quitter à une fête sans manger. C'est Morifou. Moi, je vous ai dit que je vais être mature. Est-ce que je vous ai parlé ici que je vais être mature? Moi, quitter à une fête sans manger, jamais. Péché ça là, je vais jamais commettre. C'est pas parce qu'il a fait 6 ans avec toi qu'il va te marier, hein? Mon oncle a fait 12 ans de médecine et il est devenu maçon. Ma chérie, ton corps que tu donnes à tout le monde là, c'est ça que tu vas te marier avec? Ou bien tu as un autre corps en réserve? Tu as quitté ton mari pour infidélité. Mais tu sors avec un homme marié. Aïcha, c'est quoi le projet? Ce matin, j'ai voulu faire comme les blancs. J'ai pris du thé et 2 biscuits. Arrivé au travail, j'ai perdu connaissance 6 fois. La galère de maintenant là. Si tu fais pas attention, tu vas demander l'argent à ton ex. Si ta belle famille danse trop le jour de ton mariage, sache que tu veux épouser le problème de leur famille. Gars, je suis un joli garçon et puis moi-même, je ne sais pas. Aujourd'hui, comme ça, je suis parti au marché. Voilà, les femmes là du marché, les femmes du marché là m'appellent. Joli garçon, mignon garçon, viens voir. Viens voir les piments là. Viens voir les tomates là. Oh, le joli garçon. Oh, il me néglige. Gars, je suis joli comme ça. Ah, c'est Morifou. Joli garçon. Joli garçon. Oh, joli garçon. Quelqu'un qui va me faire poisson d'avril cette année-là. Je vous jure, c'est au commissariat, on va aller terminer ça. On va aller terminer ça au commissariat. Essayez seulement. Je vous préviens. Je vous préviens d'être. C'est Morifou. Moi j'ai un cousin là, il allait voler le porte-monnaie vide. On est arrivé, on a commencé à négocier avec le commissaire. On dit, mon commissaire, pardon,
c'est notre neveu, pardon, on va lui donner un conseil, il va changer. Il va changer, pardon, il va changer. C'est quand on a dit il va changer là. Lui-même, son téléphone a commencé à chanter. J'entends Amanyere. Il n'y a pas pitié dedans. Je vois quelque chose. Je deviens un obstacle, on t'allume. J'entends pra. Danger. Je sais, ils sont en danger. Changer. À cause de quoi je vais changer? Changer. Que des hits, que des bandits. On est partout. On met le feu. Partout. C'est bon. J'ai dit. Ah, ça va. Je vous assure, quand le commissaire a entendu, il a dit, attendez, c'est le téléphone de qui sonne là? Nous-mêmes, on dit, c'est volé là. Il dit, bon, ok, mettez-le derrière là-bas, il va réfléchir un peu. On le trimballe, il est là-bas, nous-mêmes, on se retourne, on dit, ah, Loukman, c'est quoi tu fais là? Il était derrière là-bas, il dit, c'était. Il fait quoi? Mais il est derrière parole là-bas, il fait c'était une fois. Et puis au lieu de c'était, il dit, il se demande comment faire pour mettre. Il trafique de plans. Et après il gomme. Mais pendant qu'ils ont poussé, gomme. Moi je trafique mes plans. Mohamed Ali, poussez. Merci. Moi j'avais 23 ans et composais mon probatoire C. Pour la 5e fois, je faisais les cours de répétition et rentrais à 22h55. Un jour, j'ai pris le taxi. Comme tu connais les taximans, ils te racontent sa vie alors que vous ne vous êtes jamais vus. Il me pose alors la question que tu fais même quelle classe. Il a dit que je compose le probatoire pour la 5e fois l'année. Il m'a dit que moi-même j'ai fait la même classe que toi. J'ai eu le probatoire à 15 ans. La licence en biochimique à 17 ans. Quand il a vu l'état de son taxi, il a compris qu'il est là depuis longtemps. Après il m'a dit ne t'inquiète pas. Si tu as seulement quelqu'un dans ta famille, tu vas t'en sortir après le bac. Je connais ma famille, je connais mon passé, mon présent. Et je me suis dérouté, j'ai pris la sage décision et commencé à chercher l'argent. À un moment, j'ai voulu culpabiliser que c'était une mauvaise décision. Je devais continuer avec l'école. Quand la fin d'année est arrivée et que j'ai vu les résultats du probatoire dans mon établissement, c'était néant. J'ai compris que j'avais bien fait. Ça, c'était même l'ange Gabriel qui était revenu sous forme de taximan et qui... Ja, je suis un joli garçon et puis moi-même je sais pas. Aujourd'hui comme ça, je suis parti au marché, voilà les femmes là du marché, les femmes du marché là m'appellent. Joli garçon, mignon garçon, viens voir les piments là, viens voir les tomates là. Oh le joli garçon. Oh, il me néglige. Ja, je suis joli comme ça. Ah, c'est Morifou. Joli garçon. Oh, joli garçon. Quelqu'un qui va me faire poisson d'avril cette année-là, je vous jure, c'est au commissariat, on va aller terminer ça. On va aller terminer ça au commissariat. Essayez seulement. Je vous préviens. Je vous préviens d'elle. C'est Morifou. Moi j'ai un cousin là, il allait voler le porte-monnaie vide. On est arrivé, on a commencé à négocier avec le commissaire. On dit, mon commissaire, pardon, c'est notre neveu, pardon, on va lui donner un conseil, il va changer. Il va changer, pardon, il va changer. C'est quand on a dit il va changer là. Lui-même, son téléphone a commencé à chanter. J'entends Amanyere. Il n'y a pas pitié dedans. Je vois quelque chose. Je deviens un obstacle, on t'allume. J'entends pra. Danger. Je sais, ils sont en danger. Changer. À cause de quoi je vais changer? Changer. Que des hits, que des bandits. On est partout. On met le feu. Partout. C'est bon. J'ai dit. Ah, ça va. Je vous assure, quand le commissaire a entendu, il a dit, attendez, c'est le téléphone de qui sonne là? Nous-mêmes, on dit, c'est volé là. Il dit, bon, ok, mettez-le derrière là-bas, il va réfléchir un peu. On le trimballe, il est là-bas, nous-mêmes, on se retourne, on dit, ah, Loukman, c'est quoi tu fais là? Il était derrière là-bas, il dit, c'était. Il fait quoi? Mais il est derrière parole là-bas, il fait c'était une fois. Et puis au lieu de c'était, il dit, il se demande comment faire pour mettre. Il trafique de plans. Et après il gomme. Mais pendant qu'ils ont poussé, gomme. Moi je trafique mes plans. Mohamed Ali, poussez. Merci. Moi j'avais 23 ans et composais mon probatoire C. Pour la 5e fois, je faisais les cours de répétition et rentrais à 22h55. Un jour, j'ai pris le taxi. Comme tu connais les taximans, ils te racontent sa vie alors que vous ne vous êtes jamais vus.
Il me pose alors la question que tu fais même quelle classe. Il a dit qu'il compose le probatoire pour la 5e fois l'année-ci. Il m'a dit que moi-même j'ai fait la même classe que toi. J'ai eu le probatoire à 15 ans. La licence en biochimique à 17 ans. Quand il a vu l'état de son taxi, il a compris qu'il est là depuis longtemps. Après il m'a dit ne t'inquiète pas. Si tu as seulement quelqu'un dans ta famille, tu vas t'en sortir après le bac. Je connais ma famille, je connais mon passé, mon présent. Et je me suis dérouté, j'ai pris la sage décision et commencé à chercher l'argent. À un moment, j'ai voulu culpabiliser que c'était une mauvaise décision. Je devais continuer avec l'école. Quand la fin d'année est arrivée et que j'ai vu les résultats du probatoire dans mon établissement, c'était néant. J'ai compris que j'avais bien fait. Ça, c'était même l'ange Gabriel qui était revenu sous forme de taximan et qui... Oui, j'accepte. Mais je veux connaître tes défauts en amour, quoi. Bon, en amour, je n'ai pas un grand défaut. Seulement que quand je suis en couple avec quelqu'un, je n'aime pas qu'on me demande l'argent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et surtout les dimanches. Hey! Dans ma famille, c'est pas compliqué. Mon père est mère, ma tante est sœur, j'ai un cousin qui est frère et mon frère est ma sœur. Mais j'ai du mal à entretenir les liens de parenté avec la femme du père du mari de ma mère, à savoir mon arrière-grand-mère. J'ai aussi du mal avec ma tante, celle qui est sœur. Si mon père avait eu des frères, une de ses femmes aurait pu être sa belle-tante. Sa mère était la belle-mère de ma mère, si on entend par belle-mère la deuxième femme de son père. Et elle a eu une fille avec lui. Alors cette femme est la belle-tante de la maîtresse de maison, la demi-sœur de sa mère. Et si belle-mère veut dire mère du mari, alors cette femme est la tante de la maîtresse de maison, la sœur de son père pour être plus exact. Le lien entre moi et le mari de la mère de la femme du beau-fils du père de mon père. Je veux dire, le père de mon fils, c'est moi. Mais le père de mon père, à savoir mon grand-père, s'il est mon beau-père, c'est qu'elle est la femme du fils et donc de sa mère. C'est la mère de la fille. Le père de la fille, qui est donc grand-père, c'est tout simplement le beau-père de sa mère. Mais par contre, je m'entends très bien avec la fille de la femme de mon père, qui est aussi ma sœur. Mais pas mon frère, qui lui est ma sœur professionnelle, bien sûr. Dans un village entouré de grands baobabs, vivait une jeune fille, appelée Aïcha. Elle était connue pour sa grande beauté. Sa peau brillait sous le soleil et ses yeux ressemblaient à 2 étoiles. Beaucoup de jeunes du village l'admiraient. Certains disaient même qu'elle était la plus belle fille de toute la région. Mais avec le temps, Aïcha commença à devenir orgueilleuse. Elle pensait qu'elle était meilleure que les autres. Elle parlait peu aux philosophes celui de son âge et ignorait souvent les conseils des anciens. Chaque soir, elle allait au bord de la rivière. Elle aimait regarder son visage dans l'eau claire. Quand la lune apparaissait, son reflet devenait encore plus lumineux. Elle souriait et disait doucement « La lune brille pour moi seule ». Un jour, le vieux sage du village l'approcha. Il lui dit calmement « Ma fille, la beauté est un cadeau. Mais si ton cœur devient dur, ce cadeau peut se transformer en malheur. » Aïcha ne prit pas ces paroles au sérieux. Elle pensait que rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Le soleil se coucha comme d'habitude, mais la lune ne se leva pas. Le ciel resta noir et vide. Les habitants levèrent les yeux, les mets levaient les yeux, inquiets. La nuit devint très sombre. On ne voyait presque rien. Les enfants commencèrent à pleurer. Les chiens aboyaient, sans arrêt. Même la rivière semblait silencieuse. Les jours suivants, les problèmes commencèrent. Les plantes se fanèrent. Les récoltes séchèrent. Certains animaux tombèrent malades. Le village perdit sa joie. Les anciens se réunirent autour du feu sacré. Après de longues discussions, le plus âgé parla d'une voix grave. La lune africaine est fâchée. Elle éclaire les cœurs purs. Mais lorsqu'elle voit l'orgueil, sa lumière se cache. Peu à peu, les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle sentit son cœur battre très fort. Pour la première fois, elle eut peur. Elle se demanda si son comportement avait causé ce malheur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle comprit que la beauté ne pouvait pas protéger un village entier. Le lendemain matin, Aïcha prit une décision courageuse. Elle alla voir les anciens et dit « Si j'ai causé ce problème, je veux réparer mon erreur. » Elle décida d'aller dans la forêt sacrée pour demander pardon à l'esprit de la lune. Cette forêt faisait peur à tout le monde. On disait qu'elle révélait la vérité, cachée dans le cœur des hommes. Aïcha marcha longtemps. Le soleil était chaud pendant la journée et le froid piquait la nuit. Elle avait faim et soif. Ses pieds lui faisaient le mal. Mais elle continua d'avancer. En marchant seule, elle commença à réfléchir. Elle se rappela ses paroles arrogantes. Elle pensa au regard triste des enfants du village. Elle comprit qu'elle avait pensé seulement à elle-même. Après 3 jours, elle arriva devant un immense baobab.
Fatiguée, elle tomba à genoux et pleura. « Je suis désolée. J'ai laissé mon orgueil contrôler mon cœur. Pardonne-moi, dit-elle en levant les yeux vers le ciel noir. Le vent souffla doucement autour d'elle. Tout devint silencieux. Puis une lumière blanche apparut dans le ciel sombre. Elle n'était pas forte, mais douce et rassurante. Une voix calme parla. « Aïcha, la vraie beauté ne se voit pas avec les yeux. Elle se voit avec le cœur. » Aïcha pleurait. Ses larmes tombaient sur la terre sèche. Elle sentit une grande chaleur entrer dans sa poitrine. Son cœur devenait léger. Soudain, une goutte brillante tomba du ciel et toucha sa joue. Elle était fraîche comme la rosée du matin. Aïcha comprit que c'était une larme de la lune africaine. La voix continua. Quand un cœur reconnaît son erreur, la lumière peut revenir. À ce moment, Aïcha ne pensait plus à sa beauté. Elle pensait seulement à son village et au bonheur des autres. Son orgueil avait disparu. Il restait seulement l'humilité et le regret sincère. Le lendemain soir, quelque chose de merveilleux se produisit. La lune réapparut dans le ciel. Elle brillait plus fort qu'avant. Sa lumière éclairait tout le village. Les habitants sortirent de leur maison avec surprise et joie. Les enfants riaient. Les anciens remerciaient le ciel. Les jours suivants, les plantes redevinrent vertes. Les animaux retrouvèrent leur force. La vie revenait doucement. Aïcha rentra au village, changée. Elle ne cherchait plus à être admirée. Elle aidait les femmes à apporter l'eau. Elle partageait sa nourriture avec les plus pauvres. Elle écoutait les conseils avec respect. Les gens remarquèrent son changement. Ils comprirent ensemble que son cœur était devenu beau. Depuis ce jour, quand la lune brille très fort, les anciens disent aux enfants « N'oubliez jamais, l'orgueil éteint la lumière, mais l'humilité la fait revenir. » Et l'histoire des larmes de la lune africaine continua d'être racontée de génération en génération. Quand il y a peur quand on me mourut pour me laisser. Moi aussi, il y a peur quand on bouffe mon argent pour me laisser. Nous tous, on a peur. En voilà des manières. Si ta femme te dit, je veux juste entendre la vérité de ta bouche et le problème est fini, mon frère, continue de mentir, c'est mieux pour toi. Rappelle-toi, quand tu étais petit, ta maman te disait quoi? Viens, je ne vais pas te frapper. Quand elle t'attrapait, elle te faisait quoi? Si tu es bête là, faut dire la vérité. As-tu les filles qui disent que moi, je ne vais pas épouser un garçon pauvre? Imbécile, concrète, que tu sois, que tu étais, que tu seras, croyant. Qui vous a dit que nous les garçons pauvres, on veut de vous? Nous, on vise loin, même plus que vous. Nous aussi, on vise les filles des ministres, les filles des présidents, les filles des riches. Toi, si tu es pauvre et tu penses que toi, nous, on a besoin de vous. Incrogitis, Syncapeti, Nampanto, Girouette. Ça fait plus de 3 jours. Je n'ai pas mangé. Maintenant, je suis là, je reçois dépôt de 70 000. Ça n'a pas duré, la personne m'appelle. Qui s'est trompé de numéro. Il voulait envoyer ça à quelqu'un pour acheter nourriture de son chien. Attends. De vous à moi. Est-ce que son chien est mieux que moi? Non, sérieux. Est-ce que son chien est mieux que moi? Il y a un vieux qui m'a donné un conseil un jour. Il dit, si tu veux réussir dans la vie, mon petit, faut te faire rare. Je me suis fait rare à l'école, on m'a renvoyé. Moi, j'écoute plus les conseils, hein. Non. Ça me refout. Non, j'écoute plus. Salut la team Antaruto, j'ai marché pendant des années. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux pour acheter un petit vélo, mais les jaloux ne sont pas contents. Oh, vous, les gens d'à côté là, je vous encule. Un homme a oublié de fermer son pantalon. Alors, une dame lui dit poliment « Monsieur, votre garage est ouvert. » L'homme lui fit un sourire coquin et ferma son pantalon et demanda « As-tu vu ma Range Rover garée à l'intérieur ?» La dame lui sourit en retour et dit « Non, juste une petite Toyota avec 2 pneus crevés. » Oh la galère,
Depuis des années tu es chez moi, même y a quoi? Je te dois, ou bien quoi? Faut aller aussi chez le voisin. Voisin, je suis fatigué de manger du gari tous les matins. Tous les matins, à cause de toi je passe dans la rue, les chiens crient wow 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 wow. Je n'ai même pas de go 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 tous les jours à Oko. Mbole. Débat du jour. Un homme a acheté une parcelle et c'est la femme qui a construit la maison. En cas de divorce, qui doit quitter les lieux? Bizarrement, caleçon de femme n'est pas cher. Souvent 300, souvent 200, 500 même. Mais pour enlever ça, tu peux même vendre ton terrain, même ta famille. À la maternelle, rien que la petite section, la pension scolaire 75 000 qui est égal à 15 sacs de ciment. Les fournitures scolaires 33 000 qui est égal à 3 tollbacks plus l'argent de transport. Le jour de la remise des cadeaux, nourriture, habits plus le cadeau même 50 000 qui est égal à 40 chevrons plus 12 fers de 15 tissés. Le transport pour aller à l'école chaque jour, en une semaine ça donne 2 000, en un mois 8 000, en une année ça donne 86 000, donc une pick-up de sable fin. Donc le début d'un chantier que mes parents ont investi rien que pour la petite section. On faisait seulement quoi là-bas? On apprenait à fabriquer les missiles. C'était l'école de la NASA. Je devais seulement sortir pilote. On ne pouvait pas me donner l'argent là et faisait quelque chose avec. C'est toi, tu as 16 ans. Et puis tu mets un statut. Je ne peux plus faire confiance aux hommes. Ah, ma fille. Ils ont volé quoi? Ils ont volé ta poupée. Ah, les hommes aussi, hein? Une petite fille de 16 ans comme ça, vous volez sa poupée. Arrêtez ça. Oh. Dans ma famille, c'est pas compliqué. Mon père est mère, ma tante est sœur, j'ai un cousin qui est frère et mon frère est ma sœur. Mais j'ai du mal à entretenir les liens de parenté avec la femme du père du mari de ma mère, à savoir mon arrière-grand-mère. J'ai aussi du mal avec ma tante, celle qui est sœur. Si mon père avait eu des frères, une de ses femmes aurait pu être sa belle-tante. Sa mère était la belle-mère de ma mère, si on entend par belle-mère la deuxième femme de son père. Et elle a eu une fille avec lui. Alors cette femme est la belle-tante de la maîtresse de maison, la demi-sœur de sa mère. Et si belle-mère veut dire mère du mari, alors cette femme est la tante de la maîtresse de maison, la sœur de son père pour être plus exact. Le lien entre moi et le mari de la mère de la femme du beau-fils du père de mon père. Je veux dire, le père de mon fils, c'est moi. Mais le père de mon père, à savoir mon grand-père, s'il est mon beau-père, c'est qu'elle est la femme du fils et donc de sa mère. C'est la mère de la fille. Le père de la fille, qui est donc grand-père, c'est tout simplement le beau-père de sa mère. Mais par contre, je m'entends très bien avec la fille de la femme de mon père, qui est aussi ma sœur. Mais pas mon frère, qui lui est ma sœur professionnelle, bien sûr. Attends, donc le pari foot peut déshériter quelqu'un comme ça facilement. Lundi, j'ai joué un ticket de 2000, ça a perdu. Mardi, si tu as tué le match, 3000, le ticket est mort. Mercredi, Paris fait nul, tu mets les victoires, il part te faire nul. Tu mets les défaites, il part te gagner le match. Jeudi, Naples a tué le ticket, 2000. Vendredi, j'ai joué un ticket de 5000, c'est mort. Tu joues aviator 15 fois, une seule fois gagne. Là, une seule fois que tu as gagné, là, tu as misé 100 francs. 14 000 francs de dépenses. Samedi, j'ai misé 3 000. Feyenoord a perdu. Newcastle a perdu. Arsenal a perdu. Oh, si on ne peut même plus compter sur eux. Dimanche, j'ai misé 2 000. Le ticket est mort. Aviator, j'ai essayé 12 essais, 12 échecs. 12 000 francs perdus. Casino, 5 essais, 5 échecs. 5 000 francs dépensés. Les pénaltys, je n'ai pas essayé. 5 000. J'ai tout essayé dimanche. Rien n'est passé. Je ne peux même pas totaliser. Parce qu'il y a l'impression qu'elle a dépensé 1 million en une seule semaine. Si ta femme se fâche parce que tu rentres tard dans la nuit, c'est pour ton bien. C'est parce qu'elle t'aime à cause de ça, elle se fâche. Voilà. Donc désormais, faut rentrer le matin. Voilà, c'est pour ton bien qu'elle se fâche. Voilà des manières. Toi, tu as femme qui s'inquiète pour toi, tu rentres tard, et si quelque chose t'arrive, faut rentrer le matin. Oh. J'ai l'impression que l'alcool me fait déjà trop dépenser ces derniers temps. Dimanche, 36 000 de dépenses, rien que dans la boisson, sans oublier les 2 000 francs CFA que j'ai pris pour manger les œufs. Lundi, 10 000 passés, je ne suis pas sorti. J'étais seulement au quartier, j'ai bu 8 billets. Mardi, 17 000. Mercredi, je n'ai pas bu, je ne suis même pas sorti. On m'a seulement appelé, j'ai bloqué la personne. Jeudi, 14 000 francs CFA.
Vendredi soir, on m'a même invité. Gars, position, je suis arrivé, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour dépenser 23 000 jusqu'à ajouter le soya de 2600. La mauvaise compagnie aussi, tu as bu, tu as la gueule de bois. Samedi 6h, on t'a déjà appelé. Gars, position, tu es où? J'arrive, ce n'est pas moi qui donne. Je bois pour les autres, à mon tour de donner. Je me retrouve qu'à dépenser 14 000. Si je fais le ratio de la semaine, ça me donne 144 000. Au bout d'un mois, ça me donne 550 500. Jusqu'à ajouter 500 sur ça pour le taxi d'un maçon. Yes. Imagine un peu. Actuellement où tu es là, tu ramasses 50 millions. Et puis en même temps, on t'appelle au village pour te dire que ta tante a avalé brouette. Que son opération, ça coûte 50 millions. Soyons honnêtes. Tu fais quoi? Non, tu fais quoi? Sois honnête. Je sortais avec une fille là. Donc c'est le jour qu'on doit faire. Et puis on est parti à l'hôtel. Arrivé dans l'hôtel, on a pris une chambre, on est rentré. On ferme la porte tranquillement. Maintenant, avant de se déshabiller, la fille me dit, bébé, éteins la lumière. Vous-même, vous savez que éteindre la lumière, c'est le seul ordre qu'un homme exécute sans réfléchir. On est d'accord? Ok. Donc, je pars éteindre la lumière. Arrivé pour éteindre la lumière, j'ai fait semblant. J'ai éteint et puis j'ai rallumé vite comme ça. Et dès que la lumière s'est rallumée, voici string là qui est attaché avec câble de chargeur. Quand j'ai vu ça, il a crié « Eh, afoué !» Donc, c'est... Aucune femme n'est parfaite. Choisis ta sorcière et puis délivre-la. Et puis bon courage. Ah, non, faut pas me remercier. Ne me remerciez pas. Hein? Ne me remerciez pas. Ah, tiens. On doit tout vous dire encore ici. Il y a eu un peu d'argent net. 1, 2, 3, co. Et son argent là, c'est pas clair, hein? C'est pas clair, hein? Donc, ma galère là, ça c'était clair. Galère là, c'était clair. Dites-moi. Un jour, mon oncle est parti à la morgue. Arrivé à la morgue, il a tellement attendu quand il a eu sommeil. Donc, il dit, bon, avant que les gens vont venir faire lever de corps là, donc il est vite parti. Il dit, il va s'allonger un peu. Donc, il s'est allongé. Le gars de la chambre, la morgue où il était là, le gars qui était là, son heure de descendre est arrivée. Le gars est parti à la maison. Donc, mon oncle était couché toujours là. Maintenant, c'est autre personne qui est montée. Donc, avant que l'autre va monter, l'autre qui est descendu, lui a pas dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est pas un mort, la personne dort seulement. Donc, lui, quand il est monté en même temps, il est de service. Il arrive, il voit mon oncle couché, il dit, ah, mais c'est quel mort ça là? Et puis, ils l'ont pas encore déshabillé, ils n'ont pas encore enlevé les choses pour le mettre dans le casier. Et lui, il s'est mis au travail en même temps. Il a pris mon oncle, il a soulevé mon oncle doucement sur le bois là. Et puis, il veut le déshabiller pour glisser, pour mettre dans... Voici mon oncle qui s'est réveillé. Quand il s'est réveillé net, voici le gars en même temps, le morguier là, il a pris bois, il a mis dans mon oncle. Il dit, toi tu es mort. Mon oncle dit, non, je suis pas mort, je suis juste couché, je me suis allongé. Il dit, non, tu es mort, toi tu n'as aucune puissance ici. Il a pris bois là, il a mis encore. Mon oncle dit, oh, pardon, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis vivant, je me suis couché seulement. Il dit, non, tu es mort. Il a pris bois là encore, il a mis. Oui, on va comprendre. Il dit, alors là, il dit, il dit qu'aujourd'hui, mon oncle, quand on dit on s'en va à la morgue, mon oncle s'arrête devant le portail de morgue là. Il rentre jamais. Ah, est-ce que toi tu viens d'avoir? Vous rentrez. Toi, tu n'as pas eu bon point pour avoir sommeil. C'est à la morgue, tu viens et puis tu as sommeil. Mon ami, si on te demande de me gifler, selon le pourcentage de ta batterie, j'aurai combien de gifles? En tout cas, j'espère que ta batterie est à 1%. Une semaine de relation, ils ont mouru 14 fois. Non. C'est mon voisin, sa nouvelle go. Une semaine de relation, ils ont mouru déjà 14 fois. Non, en fait, leur chambre est collée à ma chambre. Donc, il entend les bruits. Non. Attends, Satan aussi, c'est un vrai malade, hein?
C'est sauvage même. Parce que, je ne comprends pas. Remarquez bien, tout ce que Satan nous propose là, c'est doux. Oui, oui. Qui va me dire le contraire? Tout ce que Satan propose, c'est doux. Parce que, souvent, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que tout ce qui a été dit sur Satan, il n'y a pas eu des mensonges dedans? C'est Morifou. Oui, oui. Parce que je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas menti sur lui tout ce qu'ils ont dit là? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que... En fait... Non, il revient. Que la maturité, c'est de savoir quitter à une fête sans manger. C'est Morifou. Moi, je vous ai dit que je vais être mature. Est-ce que je vous ai parlé ici que je vais être mature? Moi, quitter à une fête sans manger, jamais. Péché ça là, je vais jamais commettre. Oh la galère, galère. Depuis des années tu es chez moi, même y a quoi? Je te dois, ou bien quoi? Faut aller aussi chez le voisin. Voisin, je suis fatigué de manger du gari tous les matins. À cause de toi, je passe dans la rue, les chiens crient wow, 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 wow. Je n'ai même pas de go, 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 tous les jours à Oko. Mbole. Le 14 février, c'est la fête des amoureux. D'accord. Mais la fête des célibataires, là, c'est quand? Ou bien nous, on n'a pas droit de vivre. Nous, on ne mérite pas fête aussi. Ou bien on n'est pas des êtres humains. Non, la fête des célibataires, vous devez choisir pour nous aussi et puis on va faire. Parce que, sérieux, sans les célibataires, ceux qui sont amoureux là, ils sont rien. Hein? Dès que je vais attraper 20 000 francs dans mes mains, je me coiffe d'abord. J'organise mon anniversaire surprise. Je lance même un petit business quelque part pour avoir un peu de revenus plus tard. Je donne un peu de soi à ma mère et à mes frères pour qu'ils gardent leur poche avec. On ne sait jamais. Le reste d'argent, je mets à la banque. Comme ça qu'on va évoluer maintenant. Il faut investir. L'argent même a des comportements bizarres. Hein. Il n'était pas chassé chez moi. On n'a pas fait palabre. On n'est pas en discours. Tu ramasses tes affaires et puis toi seul, tu quittes chez moi. Hein, l'argent? Pourquoi tu me fais ça? Il n'était pas chassé. Reviens-moi. Reviens-moi, l'argent. Reviens, l'argent. Amour, l'argent, reviens. Reviens-moi, s'il te plaît, mon amour, l'argent. Je t'aime, bisous. Oui, j'accepte. Mais je veux connaître tes défauts en amour, quoi. Bon, en amour, je n'ai pas un grand défaut. Seulement que quand je suis en couple avec quelqu'un, je n'aime pas qu'on me demande l'argent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et surtout les dimanches. Hey! Donc, si je comprends bien, tu es en train de tomber amoureux encore, hein? Tu oublies vite, hein? D'accord. On va pas te parler encore. Tu vas revenir nous trouver ici. Tu vas revenir nous expliquer ici, hein? Et puis on va t'écouter. Moi j'ai un cousin là, il allait voler le porte-monnaie vide. On est arrivé, on a commencé à négocier avec le commissaire. On dit mon commissaire, pardon, c'est notre neveu, pardon, on va lui donner un conseil, il va changer. Il va changer, pardon, il va changer. C'est quand on a dit il va changer là. Lui-même son téléphone a commencé à chanter. J'entends Amanyene. Il n'y a pas pitié dedans. Je vois quelque chose. Tu deviens un obstacle, on t'allume. J'entends danger. Ils sont en danger. Changer. À cause de quoi je vais changer? Changer. Que des hits, que des bandits. On est partout. On met le feu. Partout. C'est bon. J'ai dit. Ah, ça va. Je vous assure, quand le commissaire a entendu, il a dit, attendez, c'est le téléphone de qui sonne là? Nous, on dit, non, c'est volé là. Il dit à moi, ok, mettez-le derrière là-bas, il va réfléchir un peu. On le trimballe, il est là-bas, nous-mêmes on se retourne, on dit, ah, look man, c'est quoi tu fais là? Il était derrière là-bas, il dit, c'était. Il fait quoi? Il est derrière parole là-bas, il fait c'était une fois. Et puis au lieu de c'était, il dit, il se demande comment faire pour mettre. Il trafique des plans. Et après il gomme. Mais pendant qu'ils m'ont poussé, gomme. Moi je trafique mes plans. Mohamed Ali, poussé. Merci.
quand je vais avoir mon argent, je vais pas entendre les paroles de faut pas laisser la richesse te contrôler, faut pas laisser la richesse te contrôler. Hé, quand la pauvreté me contrôlait ici, je vous ai pas vu, hein. Je vous ai pas vu quand la pauvreté me contrôlait ici, hein. Ok. Hier, quand je dormais, j'ai rêvé que j'étais aux États-Unis. Aujourd'hui, quand je vais dormir, je vais mettre mes valises à côté de moi en même temps. Là, quand même rêve là vient encore, je me lève, bim, je suis aux États-Unis en même temps. C'est mon fou. Je suis prêt où je suis à l'heure là même. Seigneur, protège la personne qui m'aime et qui veut me voir réussir. Oh. Le reste là, tu peux les prendre pour aller les faire travailler en enfer là-bas. C'est mon fou. Oui, oui. Ben, s'ils ne veulent pas que je réussisse dans ma vie, ils peuvent devenir des travailleurs en enfer. Oui. Merci. Donc, si je comprends bien, moi, le livreur, je dois aller livrer un bouquet d'argent de 2 millions. Et puis, mon transport, c'est 1500 quoi. C'est qui est sûr, Satan va gagner un fidèle. La leçon immédiate. Ne te moque jamais d'une personne pauvre ou en difficulté. Aujourd'hui, elle souffre, mais demain, elle peut réussir. Respecte tout le monde, car la valeur d'une personne ne dépend pas de l'argent. La vie change rapidement. Celui que tu ignores aujourd'hui peut devenir important demain. Sois toujours gentil et patient. Le bien que tu fais aujourd'hui reviendra un jour dans ta vie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Likez si la vidéo vous plaît et donnez votre commentaire sur cette histoire. Salut la team Antaruto, j'ai marché pendant des années. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux pour acheter un petit vélo, mais les jaloux ne sont pas contents. Oh, vous, les gens d'à côté là, je vous encule. Débat du jour. Un homme a acheté une parcelle et c'est la femme qui a construit la maison. En cas de divorce, qui doit quitter les lieux? Le mépris du village. Aïcha était une jeune fille pauvre qui vivait dans un petit village africain. Ses vêtements étaient simples et usés, et les autres enfants se moquaient souvent d'elle. Son père était malade et sa mère vendait des légumes pour survivre. Malgré tout, Aïcha restait gentille et aidait un vieil homme oublié. Puis une grande sécheresse frappa le village. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres publications. La sécheresse devint grave et les habitants manquaient d'eau. Le vieil homme révéla qu'il connaissait une rivière cachée. Il accepta d'aider seulement la personne au bon cœur. Il expliqua qu'Aïcha était la seule à l'avoir aidé sans rien demander. Grâce à elle, le village fut sauvé. Tous comprirent que la vraie richesse est la bonté. Likez la vidéo et donnez votre avis en commentaire. La tentation de l'argent. Yao et Kofi étaient meilleurs amis. Kofi confia à Yao le secret d'un champ d'or sacré. Un riche commerçant proposa beaucoup d'argent pour connaître l'endroit. Yao choisit l'argent et trahit son ami. Leur amitié se brisa. Abonnez-vous, likez et donnez votre avis en commentaire. Yao dépensa son argent mais perdit la confiance de tous. Le commerçant le trompa et partit avec l'or. Pauvre et honteux, Yao demanda pardon à Kofi. Il comprit que l'amitié vaut plus que l'argent. Abonnez-vous pour d'autres histoires. Likez et dites en commentaire, peut-on pardonner une trahison? La honte Amadou avait honte de sa mère parce qu'elle n'avait qu'un seul œil et était pauvre. À l'école, ses camarades se moquèrent de lui. Un jour, il cria sur elle et partit vivre en ville sans se retourner. Il voulait oublier son passé. Abonnez-vous, likez et donnez votre avis en commentaire. Des années plus tard, il apprit que sa mère avait donné son œil pour lui sauver la vie quand il était enfant. En lisant sa lettre après sa mort, Amadou pleura de regret. Il comprit trop tard l'amour immense de sa mère. La fierté d'Aïcha. Dans un petit village entouré de grands baobabs vivait Aïcha, une jeune fille très belle. Tout le monde parlait de sa beauté. Les femmes disaient qu'elle brillait comme le soleil. Les jeunes garçons l'admiraient beaucoup. Au début, Aïcha restait gentille. Mais avec le temps, les compliments montèrent à sa tête. Elle commença à se croire supérieure aux autres. Elle ne saluait plus les anciens et se moquait des filles pour moins belles qu'elle. Un jour, une vieille femme lui dit « La beauté passe, mais le cœur reste. » Aïcha se mit à rire sans comprendre la leçon. Le lendemain matin, Aïcha trouva un beau miroir devant sa porte.
Il était décoré de signes mystérieux. Curieuse, elle se regarda dedans. Mais son reflet était étrange. Son visage semblait dur et triste. Elle pensa que le miroir était cassé. Pourtant, chaque jour, l'image devenait plus sombre. Personne d'autre ne voyait cela, seulement elle. Troublée, elle alla voir la vieille femme. Celle-ci lui expliqua calmement : « Ce miroir montre ton cœur, pas ton visage. Ton orgueil change ton reflet. » Aïcha fut surprise et resta silencieuse. Pour la première fois, elle commença à réfléchir. Après cette rencontre, Aïcha décida de changer. Elle commença à saluer les anciens avec respect. Elle aida une voisine à porter de l'eau. Elle demanda pardon aux filles qu'elle avait blessées. Petit à petit, les habitants virent sa transformation. Elle devenait plus douce et plus humble. Un matin, elle regarda encore le miroir. Cette fois, son reflet était lumineux et paisible. Elle comprit que la vraie beauté vient d'un bon cœur. La vieille femme avait disparu, mais sa leçon resta dans l'esprit d'Aïcha pour toujours. Les mains que personne ne voyait, Hawa est une mère veuve qui élève seule ses 3 enfants. Chaque jour, elle se lève très tôt pour travailler au champ. Ses mains sont dures et abîmées par le soleil. Son fils Karim a honte de sa pauvreté. Un jour, il blesse sa mère avec ses paroles. Un jour, Hawa tombe malade à cause de la fatigue. Karim doit travailler au champ à sa place. Il découvre la douleur du travail difficile. Ses mains deviennent blessées comme celles de sa mère. Il comprend enfin son sacrifice et lui demande pardon avec sincérité. Si l'école n'est pas un lieu pour dormir, alors la maison aussi n'est pas un lieu pour étudier. Chers élèves, chers étudiants, partagez cette vidéo pour que les parents et les professeurs puissent voir. Partagez massivement. Ne me remerciez pas les gars, c'est pour le boulot. Dans un village entouré de grands baobabs, vivait une jeune fille, appelée Aïcha. Elle était connue pour sa grande beauté. Sa peau brillait sous le soleil et ses yeux ressemblaient à 2 étoiles. Beaucoup de jeunes du village l'admiraient. Certains disaient même qu'elle était la plus belle fille de toute la région. Mais avec le temps, Aïcha commença à devenir orgueilleuse. Elle pensait qu'elle était meilleure que les autres. Elle parlait peu aux filles de son âge et ignorait souvent les conseils des anciens. Chaque soir, elle allait au bord de la rivière. Elle aimait regarder son visage dans l'eau claire. Quand la lune apparaissait, son reflet devenait encore plus lumineux. Elle souriait et disait doucement : « La lune brille pour moi seule. » Un jour, le vieux sage du village l'approcha. Il lui dit calmement : « Ma fille, la beauté est un cadeau. Mais si ton cœur devient dur, ce cadeau peut se transformer en malheur. » Aïcha ne prit pas ses paroles au sérieux. Elle pensait que rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Le soleil se coucha comme d'habitude, mais la lune ne se leva pas. Le ciel resta noir et vide. Les habitants levèrent les yeux, les murs levaient les yeux, inquiets. La nuit devint très sombre. On ne voyait presque rien. Les enfants commencèrent à pleurer. Les chiens aboyaient, sans arrêt. Même la rivière semblait silencieuse. Les jours suivants, les problèmes commencèrent. Les plantes se fanèrent. Les récoltes séchèrent. Certains animaux tombèrent malades. Le village perdit sa joie. Les anciens se réunirent autour du feu sacré. Après de longues discussions, le plus âgé parla d'une voix grave. La lune africaine est fâchée. Elle éclaire les cœurs purs. Mais lorsqu'elle voit l'orgueil, sa lumière se cache. Peu à peu, les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle sentit son cœur battre très fort. Pour la première fois, elle eut peur. Elle se demanda si son comportement avait causé ce malheur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle comprit que la beauté ne pouvait pas protéger un village entier. Le lendemain matin, Aïcha prit une décision courageuse. Elle alla voir les anciens et dit : « Si j'ai causé ce problème, je veux réparer mon erreur. » Elle décida d'aller dans la forêt sacrée pour demander pardon à l'esprit de la lune. Cette forêt faisait peur à tout le monde. On disait qu'elle révélait la vérité, cachée dans le cœur des hommes. Aïcha marcha longtemps. Le soleil était chaud pendant la journée et le froid piquait la nuit. Elle avait faim et soif. Ses pieds lui faisaient le mal. On lui a proposé de choisir entre Dieu et l'argent. Le gain immédiat. Travail dur, quand un homme sans argent est aimé que par sa mère.
Salut la team Tarito. J'ai marché pendant des années. Aujourd'hui, que parce que j'étais un petit vélo là, les parents ne sont pas contents. Oh, vous le monde à côté là, oh, merde quoi. Tu vai acabar tomando susto. Alô? Oh no! तेल का ऑमलेट बनाऊंगा